Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les collections, c'est-à-dire les listes et les tuples. Précédemment, on a appris à utiliser les listes et les tuples, mais à un premier niveau, c'est-à-dire simplement enregistrer une donnée et la récupérer pour faire une opération avec. Mais les listes permettent de faire beaucoup plus de choses que cela. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer la puissance des collections. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais encore créer un fichier, un notebook, d'accord? Un Python notebook. Donc, je vais le faire cette fois-ci et je vais dire list, ok, underscore tuple. Ok, donc je vais mettre un indicateur, dit 2, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est bon, donc voilà, il va me créer mon notebook correctement et il l'affiche ici, d'accord? Donc, pour commencer, je vais me permettre de créer deux listes. Je vais dire d'abord L1 qui est égal, c'est une liste de noms. Donc là, je dirais Frank, ok, je dirais Rosie, d'accord, et je dirais Jane, ok. Ensuite, je vais sortir L2 qui serait égal à Rachid, ok, Madina, ok, ok, Faisal. Voilà. Là, on a créé en fait deux listes de 3 noms chacun, ok. Donc, premièrement, on sait que pour lire une donnée dans une liste L1, on ouvre le crochet, on indique un index. Si je dis L1 de 0, il va m'afficher Franck. Bien sûr, première exécution, ça va prendre encore un peu de temps. Et quand c'est bon, il affiche Franck correctement. D'accord? Maintenant, si je lui dis L1 de 2, étant donné que c'est 3 les éléments, il me dit Jane. Donc, premièrement, on va apprendre à insérer des données dans la liste. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont dans le constructeur liste. Je vous ai expliqué précédemment comment avoir accès à l'ensemble des méthodes d'un constructeur avec la fonction dire suivie du constructeur en question. Ensuite, vous faites dire de liste, il va vous afficher l'ensemble des fonctions et des propriétés de la liste. D'accord? Maintenant, on va le faire ensemble ici. Vous allez voir comment ça marche. Donc, la première façon d'ajouter une donnée dans une liste, c'est d'utiliser append. Donc, quand je vais dire L1.append, je vais dire que cette fois-ci, tu vas m'ajouter John. D'accord? Quand je dis, bah, tu vas m'ajouter John, si j'affiche L1, vous verrez que L1 maintenant va contenir en dernière position la valeur John, puisqu'on vient de l'ajouter. Après ça, on a la méthode insert. La méthode insert permet d'insérer une donnée à un emplacement bien défini. Supposons que vous soyez dans un cas où vous voulez placer en fait une donnée à un index défini. Par exemple, vous voulez placer en fait le prénom Abel en fait en premier dans la liste 1. D'accord? Donc pour le faire, je dirais L1.insert. Ok? Et je vais passer à insert en fait. Comment dire, non. D'abord l'index que je veux. Je dis 0. Je veux que tu mettes ça à l'index 0. Et je veux que tu places Abel. Quand je vais le faire ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir là et il va pousser Franck et placer Abel à la place de Franck. Donc, Franck qui était à la place 0 sera maintenant à l'index 1. OK? Si on exécute et qu'on affiche L1, tenez-vous prêt, il va afficher Abel, Franck, Rosie, Jean et John. Donc, append en fait ajoute l'élément en fin de liste. Insert ajoute l'élément à un index bien défini. Donc, si vous définissez l'index 0 comme je le fais ici, il va le placer au premier emplacement en fait de la liste à l'index 0. OK? Donc, ça marche très bien. Ensuite, après insert, on a la méthode extend. Mais extend fonctionne un peu différemment des deux précédents. En ce sens que lui, il prend en entrée un itérable. C'est-à-dire qu'il doit prendre un objet itérable. Bien sûr, les listes et les chaînes de caractères sont des objets itérables. Mais on va tester ça avec une chaîne de caractères. Vous allez voir le comportement qu'il va avoir. OK? Si je viens dire que je veux que tu fasses L1, point cette fois-ci extend, d'accord? Et je veux que tu étendes, pas sur une liste, mais que tu étendes avec un nom, d'accord? Je vais lui passer, ok, peut-être que je vais lui dire Marie, d'accord? Si je lui demande après, affiche-moi L1, en fait, qu'est-ce qu'il va dire? J'exécute. Et tenez-vous prêts, en fait, il a décomposé Marie individuellement. Certes, Marie, c'est une séquence.
Mais étant donné que c'est une séquence initérable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé chaque caractère du nom M-A-R-I-E comme élément individuel de la liste. Donc, extend, en fait, c'est à utiliser lorsque vous voulez étendre une liste ou un tuple dans une liste. Par exemple, si je souhaite étendre, en fait, ma liste L2 à l'intérieur, je lui passe L2 ici. Et là, extend va jouer bien le rôle. Il va placer Rachid, Madina et Faisal en fin de liste. Donc, extend et append, en fait, insère les données, en fait, en fin de liste. Insert, lui, insère la donnée à l'index qu'on lui indique. Que ce soit fin ou pas, on doit lui passer un index où on veut que la donnée commence. OK? Donc, c'est comme ça qu'il doit insérer. Cela dit, si on essayait d'insérer cette fois-ci, pas Abel ici simplement, mais on essaie d'insérer une liste L2. D'accord? Vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais exécuter, contrairement à extend, en fait, insert ne décompose pas les éléments individuellement. Il va en fait insérer la liste en entier comme premier élément, d'accord, de la liste L1. Voilà. Donc, il va insérer la liste L2 comme premier élément de la liste L1. Il ne va pas le décomposer comme l'a fait extend. C'est le même comportement qu'on aura avec append également. Si on essayait de faire append de L2 ici, d'accord, et qu'on exécutait, tenez-vous prêt, on aura après Jane ici une liste qui va contenir Rachid, Madina, Faisal. Après, on a étendu ça avec extend, voilà, et lui, il va les décomposer pour les replacer. Donc, voici les trois méthodes principales pour insérer des données dans une liste. On a append, extend et insert. Donc, avec tous ces trois données, vous avez l'embarras du choix pour étendre vos données, d'accord? Après cela, on va voir les suppressions de données, d'accord? Supposons que après avoir étendu tout ça, on veut supprimer certaines données à l'intérieur, d'accord? Pour ça, je vais revenir à l'ancienne version où j'avais Abel et autres qui étaient là. Voilà, et Marie. Voilà, là c'est plus palpable à faire. Voilà, ok. Donc après cela, on souhaite maintenant faire des suppressions. Ok, vous l'aurez deviné en fait, la liste à la méthode pop, voilà, comme pour les dictionnaires et les sets, peut popper et faire quelque chose, d'accord? Donc si on exécute ça comme ça directement, il me dit pourquoi est-ce qu'il me pop si je demande là j'ai étendu Marie, c'est pour ça. Donc là je vais pas étendre Marie, mais je vais étendre carrément L2 ici. Donc, je dis L1 extend L2. Et si je réexécute, il me dit que c'est Faisal qui a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, après cette liste, on a ajouté des données, John et Abel, qui sont là. Après John et Abel, on a étendu Rachida, Madina et Faisal. Donc, Faisal se trouvait en dernier de la liste. Maintenant, après pop, on a remove. Remove, que vous l'aurez compris, permet de supprimer une donnée qu'on va passer en chaîne de caractères. OK? Si on passe rien ici, cette fois-ci, et qu'on exécute, il lève une erreur, il lui faut une chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait la donnée qu'on veut supprimer. Si je lui dis que, ok, bon, ok, cette fois-ci, je veux que tu m'enlèves, en fait, Abel. D'accord? Je vais dire, retire Abel de ma liste. C'est pas Abel, mais Abel. OK? Si j'exécute et je lance, je récupère la liste, vous allez voir que Abel ne sera plus dans notre liste. Voilà. Donc, remove, retire cela. Cela dit, si on veut popper également, on peut popper avec un index. C'est-à-dire qu'on peut le passer l'index de l'élément si on le connaît déjà. Quand on passe rien, rappelez-vous, pop va supprimer le tout dernier élément de la liste. Cette fois-ci, je vais réafficher à nouveau L1. Étant donné que c'est Faisal qui est en dernière position, quand je vais popper, il va supprimer Faisal et laisser Madina. D'accord? On a combien d'éléments dans la liste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec Faisal, ça fait 7. Donc 7, on peut dire que ça varie de 0 à 6. Donc si je l'ai dit cette fois-ci, je veux pas que tu supprimes juste le dernier élément. Je veux que tu m'enlèves le cinquième élément. Ok? Étant donné que 5, c'est Madina, si je l'exécute, vous allez voir que Madina va disparaître et Faisal sera présent. Donc, je supprime Madina et Faisal reste. Donc, avec pop, vous pouvez le passer l'index d'éléments qu'il doit supprimer. OK? Avant de passer à la prochaine partie, j'aimerais vous expliquer également une façon de supprimer des données sans passer par des méthodes internes au constructeur. D'accord? La fonction que je vais vous passer, c'est une fonction de Python qui est deal.
La fonction deal a pour utilité de supprimer tout type de données, que ce soit une variable ou bien à l'intérieur d'une variable, on peut sélectionner une donnée qu'on veut qu'elle supprime. Par exemple, si là je fais deal de L2, d'accord, et que j'appelle L2 après, vous allez voir qu'il va me dire que L2 n'existe pas, n'est pas défini. Donc il me dira ici en fait que L2 is not defined, d'accord, et cela est normal puisque je l'ai supprimé ici. Maintenant, je peux à l'intérieur de L2 supprimer une donnée que je souhaite, d'accord. Donc si je dis L2 2 0, ok, et je lance, tenez-vous prêts, il me renvoie que L2 maintenant contient Madina et Faisal et non Rachid. Cette façon de supprimer marche pour tout type de données, que ce soit pour une liste, un set, un dictionnaire. Tant que vous pouvez sélectionner l'élément en question, vous appliquez del derrière et il supprime la donnée. D'accord? Ça peut être une variable globale, comme vous l'avez remarqué quand j'ai supprimé L2. L2 étant une variable, il supprime L2 karma et contrairement en fait au clear qui est habituellement possible, il la supprime totalement et en fait la variable n'est plus définie. D'accord? Voilà. Dans le même ordre en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours clear ici aussi qui peut permettre également de nettoyer en fait notre lista et le laisser à vide. Donc si j'ai L2 de clear et j'affiche L2, vous allez voir qu'au final, il va me dire que L2 est une lista vide. Donc c'est tout. Donc, on a appris à insérer et à retirer nos données. Donc, je vais un peu nettoyer notre cellule pour qu'on soit un peu plus net. D'accord? Après les insertions et les suppressions, on a les opérations de manipulation. Par exemple, si je fais L1 ici, vous allez voir ce que ça va donner. L1 égale à ça. On est d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher L1 avec print. D'accord? Print de L1 ici. OK? Ensuite, je vais revenir en dessous et je vais faire L1 dot reverse, point reverse, ok, quand je dis L1.reverse, auquel je ne vais rien passer, et en dessous, je fais print de L1 à nouveau, ok. Si j'exécute, il me dit que d'abord, on a Frank, Rosie, Jane, et après, on a Jane, Rosie, Frank. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a tout simplement renversé les données. Reverse en anglais, c'est... Reverse en français, c'est renverse. Donc, quand on dit L1.reverse, on lui demande renverse-nous toutes les données de la liste. Donc, le dernier élément qui est Jane passe en premier et le premier élément qui est Frank passe en dernier. Aussi simple que ça. D'accord? Dans le même ordre, on a la fonction sort qui permet de trier des éléments. D'accord? Donc, je vais encore nettoyer ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais étendre L1.extend de L2. D'accord? Là, L1 sera beaucoup plus, contenant beaucoup plus de données, 6 valeurs. C'est ça. C'est plus mieux. C'est mieux ici. D'accord? Faisal, je vais le placer avec un F majuscule aussi. Juste pour vérifier, on va réexécuter. Et c'est bon. Faisal a un F majuscule. Donc, tout va bien. Maintenant, la fonction sort permet de trier un élément, une séquence. D'accord? Donc, si je fais L1.sort et que je ne lui passe rien du tout, et je demande affiche-moi L1 après le tri, vous allez voir que il va dire maintenant qu'on a Faisal. Bon, en fait, je vais encore faire comme précédemment, c'est-à-dire que je vais d'abord faire un print de L1 avant le tri, et après le tri, on l'affiche. Donc là, il me dit la liste contient son ordre initial, Frank, Rosie, Jane, Rachid, Madina et Faisal. Donc après ça, j'ai appliqué la fonction sort qui est une fonction de tri sur la liste. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle trie la liste par ordre alphabétique. Donc elle me dit Faisal, Frank, Jane, Madina, Rachid et Rosie. Donc c'est très bien. Maintenant, il faudra faire très attention. Supposons que là ici, je place un nom, peu importe où je le place, que ce soit dans L1 ou dans L2, et je dis cette fois-ci Frank, d'accord, en dernier, avec un F minuscule. Si je relance le tri, tenez-vous bien que Frank sera en dernière position. Pourquoi est-ce que Frank est en dernière position dans le tri? Bien que elle doit être en fait alignée avec celui-là. En fait, le tri fonctionne avec les codes de caractères, les caractères ASCII, d'accord? C'est-à-dire que chaque caractère a un code et c'est le code qui est trié en fait, c'est pas en fait cela. Donc, dans les codes caractères, par exemple, les caractères majuscules sont plus petits que les caractères minuscules. Donc, en ce sens, en fait, Z
majuscule est plus petit que F minuscule. En fait, Z majuscule est plus petit même que A majuscule. OK? Donc, faites attention, le tri ne fonctionne pas en fait par ordre de caractère, mais c'est avec les codes de caractère qu'elle fait le tri. D'accord? Les caractères minuscules seront toujours triés après les caractères majuscules. OK? C'est tout ce qu'il avait à dire. D'accord? Maintenant, je vais venir faire une modification quand même. Je vais ajouter quelques noms qui ont moins de ça. Je vais dire par exemple que Ted. OK? Après, je vais dire Al. OK? Et je vais dire Ed. D'accord? Voilà, Al pour Alphonse, Ed pour Edouard. OK. Maintenant, la fonction sort a plusieurs propriétés, plusieurs arguments. Le premier que je vais vous présenter, c'est reverse. Quand je vais le dire reverse, et je vais le passer true, si je lance, le tri sera inversé. Vous allez voir que là maintenant, dans le tri, Franck est venu en premier point. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui ai demandé tri par ordre décroissant et non plus par ordre croissant. Donc, il va prendre les caractères les plus grands et venir aux caractères les plus petits. Donc, reverse permet d'inverser le sens du tri du croissant au décroissant. D'accord? Si je le place à false, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire qu'il va trier par ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, là, Al, Ed vient et puis ça continue ici sans problème. OK? Voilà. Maintenant, la deuxième fonction, le deuxième argument de reverse, c'est key. D'accord? Key, en fait, c'est tout simplement la clé sur laquelle le tri doit se faire. C'est-à-dire que, en fait, sur quelle base est-ce qu'on veut qu'il trie? Là, par exemple, vous voyez que par défaut, il trie par ordre alphabétique, par ordre de code caractère, comme je vous ai expliqué. OK? Mais le souci, c'est que souvent, on ne veut pas seulement trier ça dans ce sens. Souvent, il peut arriver que vous voulez trier tout simplement vos données par longueur de caractère, par exemple. C'est-à-dire que qui trie du plus petit en taille de caractère au plus grand en taille de caractère. Donc, qui va prendre en fait ce qu'on va appeler une fonction. D'accord? Qui va prendre une fonction. Et la fonction doit en fait retourner la valeur sur laquelle on doit faire le tri. OK? Donc, je vais d'abord vous montrer la fonction de façon générique. Je vais vous expliquer après. Donc, on va créer une fonction externe, d'accord? Ce qu'on va appeler sort key, d'accord? Clé de tri, auquel on va, bien sûr, je vais dire def, OK? Auquel on va tout simplement prendre item, d'accord? Et je vais dire 2 points. Et je vais dire simplement que la fonction doit tout simplement faire un return de len de item. Voilà. Donc, on fera carrément rien du tout à l'intérieur. On va se contenter de faire un return de len de item. Donc, après avoir défini la fonction, on va l'appeler dans la fonction, dans l'argument key. D'accord? Donc, dans key, on va dire sorted. OK? Bon, je vais dire sort key. OK? À l'appellation de cette fonction, dans ce cas, en fait, on ne place pas de parenthèse. D'accord? C'est une fonction de rappel. Donc, on l'appelle des callbacks. Donc, c'est qu'on n'ouvre pas de parenthèse à l'intérieur. On se contente de passer simplement la fonction sans rien demander. Et si on exécute cette fois-ci, vous allez voir qu'il va classer cette fois-ci, non pas maintenant par ordre alphabétique, mais par ordre de taille du caractère. Maintenant, ensemble, on va voir en fait comment est-ce qu'on peut rechercher une donnée dans une liste. OK? Bien évidemment, il y a l'introspection avec l'opérateur in. Par exemple, il est facile de dire, par exemple, est-ce que Frank in L1? Si je fais ça, évidemment, il va me retourner true parce que Frank est dans L1. Donc, avec ça, on peut tester. Mais ça, c'est un test. Elle ne retourne aucune donnée explicite. En fait, les listes ont par défaut une fonction qu'ils appellent index. D'accord? Quand je vais dire L1.index, je vais lui dire recherche-moi Frank. Quand je vais lui dire recherche-moi Frank, il va rechercher Frank, il va trouver Frank, mais au lieu de tourner true ou false, il va retenir l'index où Frank a été logé. Donc, si on compte, on verra que ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Voilà. Donc, il me dit 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, Frank se trouve à la 8e place. Donc, index de Frank est 8. OK?
Maintenant, j'aimerais vous faire voir quelque chose. Si par exemple, on avait un deuxième Franck qui se trouve ici, je dis par exemple ici, place-moi Franck, d'accord? Si je réexécute ça, vous allez voir que l'ordre va changer. Il me dira maintenant que Franck n'est plus à la 8e, mais à la 6e place. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'abord Franck. Et le premier Franck qu'il va trouver, c'est ce qu'il nous retourne. C'est son index qu'il nous retourne. Il ne retourne rien de plus, rien de moins. D'accord? Voilà comment la fonction index fonctionne. Donc, ça peut être utile dans certains cas quand vous voulez savoir la position d'une valeur pour faire une opération avec la position en question. Donc, il retourne l'index de la valeur. Maintenant, ensemble, on va apprendre à convertir une liste en chaîne de caractères et convertir une chaîne de caractères en liste. D'accord? Donc, je vais supprimer encore ça. Donc, étant donné qu'on a déjà des listes, je vais passer par la première étape qui va consister de convertir d'abord la liste en chaîne de caractères et on va appliquer l'opération inverse pour récupérer encore une liste. OK? Donc, pour le faire, je vais créer une variable que je vais appeler non-str ou non-chaîne. Et une fois que j'ai non-chaîne, je vais dire que non-chaîne est égal d'abord au double guillemets vide pour l'instant, auquel je vais faire point join et je vais passer un itérable qui est L1. Si je fais ça et que je demande affiche-moi non str, ok, il me dira que non str est égal à ça. Donc, il convertit ça en chaîne de caractères. Donc, en fait, join en fait est une méthode de chaîne de caractères et non une méthode de liste. Mais comme en fait c'est une opération qu'on fait avec des listes, je tenais à le présenter ici également. Ok. Donc, avec join, vous pouvez convertir une liste en chaîne de caractères. Maintenant, je reviens sur les doubles guillemets que j'ai ouvert, la liste vide. En fait, quand vous créez une liste dans laquelle vous ne passez rien, join va se contenter de coller en fait, les valeurs de la liste ensemble. Vous voyez qu'il n'a même pas mis d'espace. Donc, si vous voulez qu'il mette l'espace, vous mettez en fait le séparateur à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Donc là, si je mets un espace et j'exécute, vous allez voir que cette fois-ci, il va mettre Franck, espace Rosie, espace Jane, etc. D'accord? Vous pouvez également changer vous pouvez également changer de séparateur. Là, si je mets un tiret, ça va marcher également. OK? Donc, vous pouvez mettre aussi virgule, espace. OK? Comme on l'écrit couramment. Et là, voilà, il me crée une chaîne de caractères avec tous les noms à l'intérieur. Donc, ça marche. Maintenant qu'on en a essayé, on va maintenant récupérer maintenant une liste depuis une chaîne de caractères. Et pour ce faire, c'est toujours très simple. Il suffit de faire non essayer qui est une chaîne de caractères. Point split. Split, c'est tout simplement également une fonction de type essayer qui permet de casser une chaîne de caractères. Donc, quand on fait split et qu'on lui passe absolument rien du tout, regardez ce qu'il va nous retourner. En fait, split va être appliqué et va prendre comme séparateur par défaut l'espace. Donc là, vous avez qu'il casse en fait, mais nos virgules sont à l'intérieur de nos noms comme faisant partie des noms en question. Donc, étant donné que je ne veux pas de ça, je vais lui indiquer le séparateur que je veux qu'il prenne en paramètre, virgule, espace. Et si j'exécute ça, voilà, cette fois-ci, on a Franck sans virgule, Rosie sans virgule, et c'est comme ça qu'il le fait. Donc, voilà. Donc, voilà une façon de convertir les listes en chaînes de caractères et convertir les chaînes de caractères en listes, en indiquant bien évidemment les séparateurs appropriés. OK? Maintenant, on va passer aux tuples. D'accord? Contrairement aux listes, les tuples n'ont pas beaucoup de fonctions. Rappelez-vous, les tuples sont des données qui sont non modifiables après création. Tout ce qu'on peut avoir dans un tuple, je vais faire T1, ok, ou je vais convertir une liste. Je vais dire T1 est égal à tuple de liste de L1, ok. Donc, si j'affiche cette fois-ci T1 et j'exécute, vous verrez qu'il va m'afficher ça comme un tuple. Donc, je disais que les tuples n'étant pas des listes, on ne peut pas les modifier après création. Ils n'ont pas plénitude de fonctions. En fait, les tuples n'ont que deux fonctions utiles. C'est index et count. D'accord? Donc, si je fais T1 point index, comme sur les listes, d'accord, je vais T1 point index, vous allez voir qu'il va me demander qu'est-ce que je veux retrouver. Je lui dis, bah, Franck, il va me dire que Franck est à la 6e, 5e place ici, d'accord. Si je lui dis également, fais-moi un count, T1 point count, il va me demander qu'est-ce que je veux compter, quelles sont les instances de la liste que je veux compter. Je lui dis, Franck, il me dira que Franck est égal à 2. On a 2 fois Franck, d'accord. Count également existe pour les listes. J'ai oublié de le présenter. Donc, on fait L1
point count, d'accord, et je vais dire Franck à l'intérieur, ici, je dis Franck, voilà. Il va me dire que Franck aussi égale à 2, normal, puisqu'en fait, count fonctionne des deux côtés de la même façon. Maintenant que ça c'est bon, on va revenir sur l'accession en fait des données, des listes et des tuples. Pour ça, je me permets d'ouvrir encore une nouvelle cellule. Rappelez-vous, lorsqu'on va accéder aux données d'une liste, c'est toujours le même principe, passer de 0. Quand je lui dis L1 de 0, je fais exécuter, il me dit Franck, c'est normal. Mais en fait, on peut accéder aux données de la liste par plage. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on peut lui dire, sélectionne-moi les données de la liste de tel niveau à tel niveau. D'accord? Si je dis par exemple, bon, étant donné que ma liste, j'ai vérifié d'abord la taille de ma liste. D'accord? Je vais amener ça en dessous. Je vais dire len de L1. OK? Bon, il ne va rien afficher comme ça. Je vais dire print de len de L1. OK? Si j'exécute, il me dit 11. J'ai 11 valeurs. Donc, 0 à 10. Je peux lui dire en fait, je veux pas que tu me sélectionnes toutes les données. Je veux que tu me sélectionnes seulement les données qui sont comprises entre 0 et 2.7. D'accord? Quand je vais lancer l'exécution, il va me faire la plage de sélection que je lui ai demandé. Donc, entre 0 et 7, il va me sélectionner les données. D'accord? Donc, je lui dirai maintenant que pas 0 et 7, mais 0 et 6. Donc, je vais lui dire 0 et 6. Quand je dirai ça, tenez-vous prêt? Il l'exécute. Donc, il dira 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, 6 n'est pas compris. D'accord? Donc, si vous faites print, on va le faire de L1 ici. Et j'exécute. Tenez-vous prêt? Donc, il va dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, étant donné que 6 est exclu, en fait, la sélection là, c'est tout simplement 0 inclus, 6 exclu. Voilà. Donc, il va compter avant 6. Donc, il dira que c'est Franck, Al, Ted, Jane, Rosie et Franck. Voilà. Donc, voilà comment il va sélectionner. D'accord? On peut le dire également que, bon, en fait, je veux que tu me sélectionnes ça de 0 jusqu'à 8, par exemple. Mais je veux que tu me fasses des espacements de 2 points, 2 points. D'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas que tu comptes 1, 1, 1, mais je veux que tu comptes 2, 2. Donc, je vais lui dire, OK, 2. Si je lance l'exécution, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit d'abord Franck, c'est le premier. Ensuite, il me sait qu'il ne doit pas prendre 1, donc il dira Franck, 1 et 2, c'est Jean. 1 et 2, c'est Al. 1 et 2, c'est Rachid. Et ça tombe sur les 8 ans. Donc, il arrête là. Il dit que bon, c'est tout ce que je peux avoir dans la plage 0 à 8 par pas de 2. Donc, les pas, ça permet en fait de sélectionner les données d'un point A à un point B en sautant certaines valeurs qui ne vous intéressent pas. Voilà. Là, par exemple, j'ai pris seulement des valeurs qui sont paires. Voilà. Donc, par pas de 2, en fait, c'est des valeurs qui sont paires. OK? Donc, il va sélectionner 0, en fait, 2, 4, 6 et 8. Voilà comment il va sélectionner. Donc, ça peut être utile dans certains cas pour effectuer certaines opérations. OK? Donc, cette opération qu'on vient de faire s'appelle le slicing. Le slicing, c'est une opération qui veut dire simplement slicer, couper une partie des données que l'on veut et utiliser et laisser le reste. D'accord? Donc, là, comment est-ce que Python numérote les choses? Par exemple, Python numérote les choses de 0 jusqu'à n-1. Ça, on le connaît. Mais, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je fais sélectionne-moi L1 de moins 1. Et pour là, il veut qu'on se dise que bon, ça va planter, mais au contraire, ça va fonctionner. Et L de moins 1, il nous retourne aide. D'accord? Pourquoi aide? Parce que quand on commence à compter de façon négative, en fait, Python commence à compter du dernier élément jusqu'au premier. Mais attention, en fait, il ne compte pas à partir de 0, il compte à partir de moins 1. C'est-à-dire que moins 1 étant à aide, là, on a moins 11. Si je lui dis moins 11, en fait, c'est égal à 0. Si j'exécute ça, il me dira Franck. Moins 11, c'est Franck. Moins 1, c'est Ted. Donc, on peut également slicer de façon négative. Donc, je peux dire par exemple que je veux que tu me sélectionnes ça, de Ed jusqu'à Madina. Mais attention, en fait, quand je dis qu'en fait elle peut compter également de façon négative, le sens de lecture en soi ne change pas. Python lit toujours les données de gauche vers la droite, jamais de la droite vers la gauche. Bien qu'en fait, elle lit dans ce sens, le sens officiel de lecture, c'est celui-là. OK? Donc, si je lui dis par exemple que je vais sélectionner Ed et Madina,
Donc, je dirais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK? Donc, on peut se dire que en disant moins 1, 2, moins 4, il va me trouver une donnée, mais en fait, il va planter et nous renvoyer une erreur parce qu'en fait, il va envoyer une liste vide. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il envoie une liste vide? Parce que moins 1, moins 4, c'est des plages qui n'ont pas de données. D'accord? Rappelez-vous d'abord, en maths, on sait tout simplement que en négation, en fait, la valeur la plus grande est la plus petite, la valeur la plus petite est la plus grande. D'accord? Mais quand c'est des valeurs positives, là, la valeur la plus grande est grande, la valeur la plus petite est petite. Mais quand c'est des valeurs négatives, la valeur la plus grande est petite et la valeur la plus petite est bien grande. OK? Donc là, on nous dit, bah, pas du plus grand au plus petit. Et déjà, là, c'est quoi? Là, c'est à contresens, puisque on doit indiquer d'abord l'index minimal et l'index maximal. Donc, pour que ça fonctionne, je dois toujours lui dire moins 4 à moins 1. Et là, maintenant, il va renvoyer des données disant Madina, Faisal et Franck. Toujours dans le même sens, moins 1 reste toujours exclu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Par exemple, si je lui dis que bon, je veux pas que tu commences, je veux que tu prennes en fait de Madina jusqu'à la fin. Étant donné que si je lui place moins 1, il va planter. Si je lui place 0 également, il va rien donner de bon, puisque là, je lui dis de revenir carrément en arrière, c'est-à-dire qu'il part de là pour revenir en arrière. Et Python ne tourne jamais dans ce sens. Il va toujours dans le sens premier, de la gauche vers la droite. Donc, pour lui dire que bon, je veux que tu prennes de Madina jusqu'à ça, je disais tout simplement moins 4, 2 points, et je ne place rien là-bas. Donc, en Python, quand on lui dit, on lui place la borne minimale, mais qu'on place pas de borne maximale, c'est seulement qu'on lui dit, tu peux aller de la borne minimale jusqu'à la fin de la liste, et tu me renvoies tout. Et là, vous allez voir qu'il va me renvoyer aide, d'accord? Donc, on peut lui placer la borne minimale et ne pas lui placer la borne maximale pour que ça marche, ok? Maintenant, on peut également lui dire que, bon, tu sais, je veux que tu fasses la sélection de rien jusqu'à moins 4. Là, par contre, j'ai fait l'effet opposé. Je lui ai dit simplement que je veux que tu te limites comme borne maximale moins 4. Donc, il va dire 1, 2, 3, 4. Il va me dire que Madina ne sera pas inclus. Donc, ça, c'est la limite. Maintenant, la borne minimale, c'est jusqu'au début. Donc, si j'exécute, il va me dire que Rachid, jusqu'à Franck, sans Madina, puisque j'ai dit que la borne maximale va à moins 4. Étant donné que la borne maximale est exclue, voilà, elle ne prend pas en compte Madina. D'accord? Donc là, le programme fonctionne correctement. On peut également lui dire que, bah, tu sais, fais ça et il met 2 points. Là, c'est comme si je lui dis sélectionne toute la liste pour moi. Et là, il va me sélectionner toute ma liste du début jusqu'à la fin, sans problème. Est-ce que vous voyez? Donc là, il n'a pas de souci avec ça. Maintenant, je peux lui dire aussi que, bah, fais-moi ça, sélectionne-moi tout. Maintenant, tu vas me faire des pas de 2. Et là, il va tourner ainsi sans souci. Et si je fais ici T1, 2, 2.2 points, moins 1, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va simplement retourner les éléments. Donc, il va faire en fait jouer le rôle de reverse pour la liste. Donc, il va carrément reverser carrément tout notre tuple. Donc, en fait, cette structure sera toujours surtout plus intéressant avec les chaînes de caractères. Rappelez-vous, en fait, les textes sont des séquences comme les listes et les tuples. Donc, vous pouvez également les slicer. Mais souvent, il vous sera très utile, en fait, de carrément renverser une chaîne de caractères. Par exemple, si là, je crée une chaîne que je vais appeler Coca, d'accord, Cola, et je fais que je vais slicer en disant 2.2 points moins 1, il va me la renverser en me disant que ça fait alloc à coq. Donc, cette opération, comme on le voit, s'appelle le slicing. Et c'est une opération qui est couramment utilisée en programmation. Que ce soit en Python ou dans un autre langage, le slicing est une opération qui ne manque de servir à tout moment. Parce qu'en fait, vous allez être amené à filtrer les données et sélectionner une partie des données pour travailler et laisser l'autre partie, ou bien tout simplement sélectionner, travailler par plage en fait. Donc, je pense que cela va mettre fin à notre vidéo d'aujourd'hui. On a abordé pratiquement toutes les fonctions de la liste et des tuples. On a vu la partie la plus essentielle de la manipulation de la liste, le slicing. Les opérations de slicing sont des opérations cruciales
qui demande en fait de revenir continuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tentez en fait de maîtriser cette notion parce que vous ne manquerez pas de rencontrer ça dans des programmes Python et même dans vos propres projets, ça facilite beaucoup le travail. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler du unpacking et des lambda.